Le monde occidental est tristement célèbre pour son hypocrisie, et cela se confirme lorsque l'on examine ce qu'il a fait en Afrique. Partout dans le monde, l'Occident plaide en faveur de la démocratie, du respect de la souveraineté des autres pays, des droits de l'homme et d'une politique de non-intervention. Cependant, cela relève de l'hypocrisie, car l'Occident ne souhaite appliquer ces principes qu'à son propre bénéfice. Lorsqu'il s'agit de respecter la souveraineté des pays d'Afrique et d'Asie, l'Occident cherche toujours à trouver des failles. Aucune attention n'est accordée aux droits de l'homme des populations des pays non occidentaux. Des pays comme les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont utilisé la démocratie comme prétexte pour envahir des pays, ce qu'ils ont fait en Libye et en Irak. Mais lorsque les habitants de ces pays ne veulent pas d'une démocratie à l'occidentale, comment l'Occident peut-il la leur imposer? Eh bien, cela se fait parce que cela profite à l'Occident, en rendant d'autres nations dépendantes et subordonnées. Ce qui est tragique, c'est que les Nations Unies se joignent également à ces pays occidentaux dans leur hypocrisie et leur exploitation des pays africains. Alors comment la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Nations Unies ont-ils été des hypocrites, pillant l'Afrique et suivant sélectivement les lois et les principes internationaux? Révélons tout dans cette vidéo. L'hypocrisie consiste à dire quelque chose, mais à faire autre chose. C'est comme plaider en faveur du respect mutuel et de la croissance, tout en réprimant violemment d'autres pays. Les meilleurs exemples dans le monde international sont donnés par les pays occidentaux qui prônent des principes moraux et le respect mutuel, mais dont les actions en sont bien éloignées. Peut-être souhaitent-ils que l'on les traite avec respect, que leur souveraineté soit protégée et que leurs droits de l'homme soient sauvegardés. Mais lorsqu'il s'agit d'en faire autant pour d'autres pays, les pays occidentaux comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et même les Nations Unies trouvent des excuses. Cela montre que, pour l'Occident, seules ces populations et ces institutions doivent être respectées. Et ce faisant, les populations des pays non occidentaux peuvent être compromises. C'est là la mentalité qui s'est développée au fil des siècles lorsque les puissances occidentales ont colonisé différentes parties du monde. Ils ne se souciaient pas de la population de la colonie. Au contraire, celle-ci n'était qu'un outil permettant à l'Occident de croître, de se développer et de réaliser des profits. Aujourd'hui, rien n'a changé. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni, malgré leurs déclarations d'engagement envers la démocratie, se livrent souvent à des actions hypocrites, notamment lorsqu'ils tentent d'imposer leur point de vue aux nations africaines. Cette hypocrisie ne se manifeste pas seulement dans leurs politiques étrangères, mais aussi au sein des Nations Unies, où ils plaident en faveur des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays en développement sans toujours respecter ces principes de manière cohérente. Tout en proclamant leur engagement envers la démocratie, ces nations ont transformé les Nations Unies en une tribune où elles exercent leur droit de veto en fonction de leurs préférences, ignorant la voix de la majorité. Elles s'impliquent activement dans les politiques internes des pays africains, même si ces nations sont des États souverains. Cette ingérence contredit le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États tel qu'énoncé dans la Charte des Nations Unies. Malheureusement, les pays dotés du droit de veto négligent systématiquement cet aspect crucial de la Charte. Tout en étant prompts à critiquer les pays africains ou toute nation dérogeant de la démocratie, les qualifiant d'autocratiques et imposant des sanctions, ces nations exercent elles-mêmes un pouvoir autocratique au sein des Nations Unies. Au fil des ans, elles ont présenté Kadhafi comme un autocrate brutal, condamnant son style de leadership comme préjudiciable aux droits de l'homme. Cette critique a persisté jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de le destituer, entraînant la transformation de la Libye, qui était autrefois la nation la plus riche d'Afrique sous Kadhafi, en l'une des plus pauvres du monde. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année, Mamadi Doumbouya, qui a pris la direction de la Guinée lors d'un coup d'État militaire en 2021, a critiqué les pays qui condamnent les dirigeants militaires africains prenant en charge leur nation. Il a soutenu que l'échec de la démocratie en Afrique ne résulte pas de défauts inhérents, mais découle de son imposition sur le continent avec des agendas cachés par l'Occident. L'imposition de la démocratie aux pays africains par l'Occident, comme le montrent les événements récents, va au-delà du concept de démocratie en lui-même. La France, les États-Unis et d'autres nations, tout en refusant d'accepter la démocratie au sein de l'ONU, sont rapides à sanctionner les nations africaines qui dévient des normes démocratiques. Un exemple frappant est les récentes sanctions imposées par l'Union européenne à la direction militaire du Nigeria. L'UE, qui est un contributeur majeur de l'aide au Nigeria, a cessé l'aide et imposé des interdictions de voyage et des gels d'actifs à toutes les personnes associées au coup d'État militaire.
La France, historiquement impliquée dans certains des événements les plus sombres en Afrique, a suivi en interrompant l'aide au Niger. Les États-Unis, ainsi que le Canada, les Pays-Bas et même la Banque mondiale, sont intervenus en imposant des sanctions au Nigeria. Ces sanctions se sont étendues au-delà du Nigeria seul. D'autres nations d'Afrique de l'Ouest ayant connu des prises de pouvoir militaires, telles que le Mali et le Burkina Faso, ont fait l'objet de sanctions de la part de puissances étrangères, en particulier la France. L'ironie de l'implication de la France dans la sanction des pays africains en raison des coups d'État militaires devient évidente lorsque l'on considère ses actions historiques sur le continent. Les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest ont connu un grand nombre de coups d'État militaires souvent initiés par le gouvernement français. Ces coups ont conduit à la mort de dirigeants élus démocratiquement, dont Sylvanus Olympio du Togo, Moribo Keïta du Mali, Mauricio Yameogo du Burkina Faso et David Dacko de la République centrafricaine. Malgré leur élection par leur peuple, l'influence de la France a conduit à la mise en place de gouvernements militaires dans ces nations. De manière similaire, les États-Unis, la Belgique et le Royaume-Uni ont collaboré pour soutenir la rébellion qui a conduit à l'assassinat du Premier ministre élu Patrice Lumumba en République démocratique du Congo. Malgré cette histoire, ces nations plaident maintenant en faveur de la démocratie à travers l'Afrique. Cependant, leurs actions passées, associées à leur pouvoir de veto aux Nations Unies, révèlent un double standard. Ils s'accrochent au pouvoir de veto aux États-Unis, mais promeuvent la démocratie dans les pays africains, montrant ainsi qu'ils valorisent la démocratie uniquement lorsque cela correspond à leurs intérêts. Sinon, la démocratie devient sans importance pour eux. Ces pays font preuve d'hypocrisie, et leurs actions ont largement contribué aux défis actuels du monde. Les dirigeants africains agissant comme des marionnettes pour ces nations doivent reconnaître cette réalité et travailler à sortir leur nation de l'état de pauvreté imposé par des influences extérieures. Donner plus de pouvoir à leur pays de manière indépendante peut ouvrir la voie au progrès et au développement, libre des contraintes imposées par des intérêts étrangers. Les États-Unis se présentent fréquemment comme champions de la démocratie, des droits de l'homme et de la souveraineté d'autres nations. Cependant, des épisodes historiques montrent que les États-Unis ont fait preuve d'incohérence dans l'application de ces principes, en particulier dans leurs interactions avec les pays africains. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont gagné une reconnaissance pour leur soutien aux régimes autoritaires en Afrique qui correspondait à leurs objectifs géopolitiques. Ce soutien contredisait les principes démocratiques et des droits de l'homme que les États-Unis prétendaient défendre. Par exemple, les États-Unis ont soutenu Mobutu Sese Seko en République démocratique du Congo malgré son règne autocratique et ses violations des droits de l'homme. Le soutien des États-Unis à Mobutu, en dépit de sa gouvernance autocratique, était dû à sa position anticommuniste et à son alignement sur les intérêts géopolitiques américains. Ce soutien mettait en avant les gains stratégiques au détriment de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, révélant une approche pragmatique qui contredisait l'engagement proclamé des États-Unis envers ces principes. Les États-Unis ont également soutenu des interventions et des coups d'État qui ont renversé des dirigeants démocratiquement élus dans des pays africains. Un exemple en est l'implication des États-Unis dans le renversement du gouvernement de Patrice Lumumba en République démocratique du Congo dans les années 60, allant à l'encontre du principe de respect des décisions souveraines d'autres nations. De plus, les États-Unis avaient tendance à être sélectifs dans la condamnation des violations des droits de l'homme, se concentrant souvent davantage sur les pays qui ne correspondaient pas à leurs intérêts stratégiques. Cette sélectivité est perçue comme une forme d'hypocrisie, compromettant la cohérence de la position des États-Unis sur les droits de l'homme. De plus, les États-Unis ont utilisé leur pouvoir de veto dans des organisations internationales, notamment les Nations Unies, pour se protéger eux-mêmes et leurs alliés de toute accusation de violation des droits de l'homme. Il existe de nombreux exemples où les alliés des États-Unis accusés d'abus ont été protégés de l'examen international grâce à des vétos. Cependant, les États-Unis ne sont pas les seuls à faire preuve d'hypocrisie. L'héritage colonial historique du Royaume-Uni en Afrique révèle une histoire marquée par l'imposition du règne colonial, souvent exécuté sans le consentement véritable des populations locales. Cette période a vu des nations africaines liées aux intérêts impériaux britanniques, suscitant de profondes questions sur l'engagement du Royaume-Uni envers la souveraineté et l'autodétermination de ces nations. L'extraction de ressources précieuses et l'établissement de structures de gouvernance ont fortement favorisé les intérêts coloniaux, présentant une contradiction flagrante avec les principes proclamés de la démocratie et de la souveraineté. Les répercussions de cet héritage historique persistent,
influençant les perceptions de l'engagement du Royaume-Uni envers l'Afrique. Dans l'ère post-coloniale, l'implication du Royaume-Uni dans les nations africaines a inclus des interventions militaires présentées comme une aide humanitaire, attirant à la fois l'attention et le scepticisme. Ces interventions, censées protéger les droits de l'homme, ont involontairement porté atteinte à la souveraineté des nations pour gérer leurs affaires intérieures. Cela soulève des questions pertinentes sur l'alignement des actions du Royaume-Uni avec sa défense de la gouvernance démocratique et du respect de la souveraineté des nations. La dimension économique complique davantage les interactions du Royaume-Uni avec les nations africaines. L'accent mis sur les intérêts économiques du Royaume-Uni en Afrique, qu'il s'agisse de partenariats commerciaux ou de relations d'investissement, a été fortement mis en avant dans ces engagements. Poursuivre ses intérêts économiques peut amener le Royaume-Uni à compromettre sa défense constante des droits de l'homme. Les considérations économiques, en particulier dans des nations ayant des liens économiques significatifs avec le Royaume-Uni, peuvent potentiellement influencer son approche face aux abus des droits de l'homme, introduisant ainsi une couche nuancée dans la dynamique des relations entre le Royaume-Uni et l'Afrique. Cette double norme perçue suggère que les intérêts géopolitiques du Royaume-Uni priment sur le respect constant des principes universels des droits de l'homme, compromettant ainsi son engagement à promouvoir les droits de l'homme à l'échelle mondiale. Ensuite, vient l'hypocrisie française. L'héritage colonial historique de la France en Afrique est marqué par l'imposition de la domination coloniale et l'exploitation des ressources, souvent sans le consentement véritable des populations locales. Pendant l'époque coloniale, la présence de la France impliquait l'extraction de ressources précieuses, l'établissement de structures de gouvernance favorables aux intérêts coloniaux et le non-respect de la souveraineté et de l'autodétermination des nations africaines. Ce contexte historique soulève des questions sur l'engagement de la France envers les principes de la démocratie et du respect de la souveraineté des autres nations. Tout en prônant la démocratie à l'échelle mondiale, la France a fait l'objet de critiques pour son application sélective des valeurs démocratiques dans ses interactions avec les pays africains. La France a soutenu des dirigeants qui correspondaient à ses intérêts géopolitiques même s'ils ne respectaient pas les normes démocratiques. Cette double norme perçue compromet la crédibilité de la France dans la promotion de la gouvernance démocratique et du respect de la souveraineté des nations. De plus, les relations économiques de la France avec les nations africaines, tant pendant qu'après la période coloniale, ont été marquées par des déséquilibres et une exploitation. Des pratiques commerciales défavorables et des politiques économiques ont souvent désavantagé les économies africaines. Malgré son plaidoyer en faveur du commerce équitable et du développement économique, les politiques de la France ont contribué aux disparités économiques. L'exploitation des relations économiques, notamment dans des régions historiquement liées à la France, a montré une contradiction avec les principes professés. Les interventions militaires de la France dans les nations africaines, souvent présentées comme des efforts pour répondre à des préoccupations sécuritaires, ont été examinées de près. En réalité, ces interventions portaient des connotations néocoloniales, soulevant des questions sur l'engagement de la France à respecter la souveraineté des nations africaines. L'implication de la France dans les affaires intérieures des pays africains sous prétexte de préoccupations de sécurité était profondément hypocrite. Ces actions ne sont pas conformes à son plaidoyer en faveur de la non-intervention dans d'autres régions. Mais il y a quelque chose de plus tragique. Les Nations Unies elles-mêmes ont des doubles standards et sont hypocrites envers l'Afrique. Elles se présentent souvent comme des champions mondiaux de la démocratie, des droits de l'homme et du respect de la souveraineté à travers les nations, plaidant pour un traitement égalitaire à l'échelle mondiale. Cependant, des critiques ont émergé, en particulier concernant la manière dont ces principes sont appliqués, avec des accusations suggérant que l'ONU a tendance à favoriser les nations occidentales. Une critique centrale concerne l'application sélective des normes démocratiques et des droits de l'homme. Malgré la promotion universelle de ces principes par l'ONU, l'histoire a montré que leur mise en œuvre et leur examen ne sont pas appliqués de manière constante. Les nations occidentales font souvent l'objet d'une évaluation moins rigoureuse de leurs actions, tandis que les pays africains en particulier sont soumis à des évaluations plus strictes. Cette double norme perçue soulève des questions sur l'engagement de l'ONU envers la démocratie et les droits de l'homme à l'échelle mondiale. De plus, la gestion par l'ONU des questions liées à la souveraineté a fait l'objet de critiques. Malgré sa promotion du respect de la souveraineté nationale, les interventions dans certaines régions, souvent dirigées par des nations occidentales, ont suscité la controverse.
Certains estiment que l'implication de l'ONU dans les conflits ou les situations politiques dans les pays africains ne correspond pas toujours à ces principes de non-ingérence et de respect de la souveraineté. Nous pouvons constater cela en étudiant l'histoire. La République démocratique du Congo a été piégée dans un conflit interne impliquant divers groupes armés et pays voisins. La mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, a été opérationnelle pour faire face aux défis complexes de la région. Cependant, l'engagement de l'ONU en RDC a été entaché d'irrégularités. Malgré la promotion des principes de paix et de stabilité, l'organisation n'a pas abordé efficacement les causes profondes du conflit, telles que l'exploitation des ressources et l'ingérence extérieure. Il semble que les troupes de maintien de la paix des Nations Unies aient contribué à maintenir les conflits plutôt que de les résoudre. L'incapacité de l'ONU à tenir les acteurs externes responsables de leur rôle dans l'aggravation du conflit a suscité des doutes quant à son engagement envers une construction complète de la paix. Le génocide rwandais a montré une autre hypocrisie de l'ONU. Il s'est déroulé en 1994 et a entraîné le massacre massif des Tutsis ethniques et des Hutus modérés. La mission de maintien de la paix de l'ONU, l'UNAMIR, a été confrontée à des défis pour faire face à la violence qui s'aggravait rapidement. La réaction de l'ONU au génocide rwandais est souvent citée comme un échec de l'intervention internationale. Malgré les avertissements et les atrocités en cours, le Conseil de sécurité de l'ONU, sous la pression de certains États membres, a choisi de réduire la taille de la mission de maintien de la paix au lieu de la renforcer. Cette décision a été critiquée comme un manquement à la responsabilité de protéger et à prévenir les atrocités de masse, révélant un écart entre la rhétorique de l'ONU et ses actions. Encore une fois, en 2011, nous avons vu un autre exemple où l'ONU était paralysée par l'Occident et utilisée comme un outil. La guerre civile en Libye a éclaté en 2011, entraînant une violence généralisée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé une intervention militaire pour protéger les civils. Cependant, l'implication de l'ONU en Libye a dépassé le mandat humanitaire initialement déclaré. L'intervention militaire dirigée par les forces de l'OTAN a escaladé, déstabilisant la région. Les conséquences de l'intervention ont mis en évidence un écart entre l'engagement de l'ONU à protéger les civils et les conséquences involontaires de l'action militaire, suscitant des questions sur la planification stratégique de l'organisation et ses durées à long terme. C'est à ce moment-là qu'il devient clair que des entités comme l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, l'AIEA et d'autres sont fondamentalement dépourvues d'un caractère véritablement international et sont des outils utilisés par les puissances impérialistes. De nombreuses organisations internationales se présentent comme des champions de la paix mondiale, de la liberté et de la justice. Parmi elles, l'Organisation des Nations Unies, y compris l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Cependant, d'autres entités masquent leur véritable fonction derrière une rhétorique trompeuse, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, et l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Les organisations occidentales des droits de l'homme comme Amnesty International et Human Rights Watch entrent également dans cette catégorie. Au cours des 2 dernières décennies, la Cour pénale internationale s'est également jointe à cette liste, reléguant presque la Cour internationale de justice au second plan. Bien que tous les pays du monde soient membres de l'ONU, plusieurs organisations non gouvernementales ont un statut d'affilié. Malgré leur rôle bénéfique dans les domaines culturels et sociaux, la performance politique de l'ONU est particulièrement médiocre. Cela remonte aux origines de l'ONU, établie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les vainqueurs veillant à protéger leurs intérêts grâce au pouvoir de veto au sein du Conseil de sécurité. En même temps, la Banque mondiale et le FMI ont émergé en tant qu'instruments de contrôle financier pour le reste du monde. Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, comprend 5 nations permanentes dotées du droit de veto, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Le déploiement de cet outil injuste et antidémocratique va dans le sens de leurs intérêts et de ceux de leurs alliés. Les États-Unis, en particulier, utilisent abondamment le veto, souvent pour protéger leurs alliés d'une poursuite. Malgré son apparente mission de prévention des guerres et de facilitation de la résolution pacifique des conflits, le bilan de l'ONU suggère le contraire. Au lieu de prévenir les guerres, elle a parfois contribué à permettre le génocide. Des problèmes persistants remontant à sa création demeurent non résolus. La liste des méfaits de l'ONU est vaste, principalement parce qu'elle fonctionne comme un instrument de l'impérialisme occidental dirigé par les États-Unis.
Malgré les mentions fréquentes de la Charte de l'ONU dans les discours prononcés depuis la tribune de l'Assemblée générale, les violations régulières de la Charte passent sans condamnation. De plus, les activités de la Cour pénale internationale, d'Amnesty International et de Human Rights Watch sont également douteuses. Malgré le fait que les États-Unis n'aient pas ratifié le protocole de la CPI, ils exploitent l'organisme pour cibler leurs opposants. Notamment, seules les personnes s'opposant aux politiques occidentales des États-Unis ont été traduites devant la CPI. Les organisations de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch sont également utilisées de manière similaire pour cibler les pays qui s'opposent à l'hégémonie occidentale, minimisant les crimes flagrants des régimes occidentaux ou de leurs alliés. C'est pourquoi nous voyons toujours l'Occident citer des rapports de ces organisations sur les violations des droits de l'homme en Afrique. Mais la réalité est que ces rapports sont exagérés, et les rapports sur les violations des droits de l'homme en Occident sont dissimulés. Même lorsque ces organismes publient des rapports contre les régimes occidentaux, les médias contrôlés par les entreprises les minimisent commodément. Que pensez-vous? L'Occident respecte-t-il la souveraineté des pays africains? N'est-il pas vrai que des concepts tels que la démocratie, les droits de l'homme et la non-ingérence ne sont que superficiels, que l'Occident utilise pour s'immiscer en Afrique? Faites-nous part de vos réflexions sur la manière dont l'Occident peut être empêché d'entrer et de polluer l'Afrique avec ses idées fragmentées et superficielles. Vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de publier des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo. Restez branchés.